Bonjour à tous en tout cas. Merci d'être là. Donc nous entamons le panel suivant donc sur les énergies renouvelables entre ce secteur entre la France et l'Égypte. C'est un thème étonnant a priori d'associer Égypte et énergies renouvelables, puisque on sait que l'Égypte c'est le premier ou un des tout premiers consommateurs d'hydrocarbures en Afrique. A priori, on n'associe pas tellement Égypte et énergies renouvelables. On sait même que les énergies fossiles, ça représente 95% de la consommation énergétique en Égypte actuellement. C'est étonnant aussi, puisqu'on en a parlé dans le panel précédent. Il y a eu récemment la découverte d'un nouveau champ gazier à Zohr. C'était en août 2015 par les Italiens de l'ENI. Et on sait aussi donc que l'Égypte va redevenir autosuffisante en gaz donc à la fin de cette année et très probablement exportatrice nette de gaz en 2020. Et pourtant, donc, le gouvernement égyptien a lancé un plan qu'on appelle Stratégie 2030, un plan de développement des énergies renouvelables, avec d'ailleurs des objectifs chiffrés. Les énergies propres devraient représenter 22% du mix énergétique en 2020 et peut-être 42% en 2035. Donc ce sont des objectifs quand même très ambitieux. Alors comment les atteindre? Avec qui les atteindre? On sait que l'Égypte c'est un marché à fort potentiel, hein. C'est un pays très peuplé, près de 100 millions d'habitants, avec une population jeune, avec une augmentation constante et forte de la consommation énergétique et notamment électrique. On se doute donc qu'il va y avoir besoin d'investisseurs étrangers aussi. Donc c'est de tout ça que nous allons parler avec donc notre panel. Je vous les présente rapidement, nos invités. Donc nous avons d'abord par ordre à peu près alphabétique, encore que je suis même pas sûre, Amine Oman Ludier, qui est PDG d'Engie pour l'Afrique du Nord. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Alors dites-le moi. C'est Amine Oman Loudi, mais... Loudi, ok. Donc vous êtes PDG d'Engie Afrique du Nord depuis janvier 2016, là j'ai juste? Oui, c'est juste. Très bien. Vous êtes entré chez Engie en tant que directeur général de Cofeli, c'était au Maroc à l'époque. Et puis apparemment, auparavant, vous étiez cadre supérieur chez IDEX, qui est également dans l'efficacité énergétique, bref l'énergie. Et votre cause, votre métier, vous êtes ingénieur d'ailleurs, hein, en thermique. Donc vraiment, c'est dans votre ADN, j'ai envie de dire. Jérémy Pelé, à ma droite, vous êtes donc directeur général délégué de l'AFD, vous êtes énarque, vous êtes passé par le ministère des Finances, par le privé aussi, Caisse des dépôts, et BNP surtout, parce que Caisse des dépôts, c'est pas très privé, mais BNP Paribas, pour revenir ensuite dans la sphère publique. Ahmed El Sewidi, donc président directeur général d'El Sewidi Électrique. Vous dirigez donc cette entreprise que votre père a fondée. Et vous la dirigez, vous, maintenant, depuis 1986. Et c'est sous votre direction que ce groupe a atteint une dimension vraiment internationale. Donc, vous êtes présent en production dans 16 pays, en exportation dans 110 pays. Vous faites travailler des 14 000 personnes, d'après ce que j'ai lu. C'est un groupe conséquent. Et puis, Tarek Katab, donc chargé du développement commercial chez Orascom. On ne présente pas Orascom, on vient d'en entendre parler longuement. Donc, un groupe absolument incontournable en Égypte et un gros investisseur, donc, et notamment dans le domaine énergétique. Donc, on va commencer ce débat. Peut-être que la première chose, c'est de planter le décor, ce qu'on appelle la big picture en anglais, hein, la photo de groupe. Déjà, peut-être... L'Égypte est sortie de la révolution. Enfin, il y a eu une révolution il y a 7 ans en Égypte, avec tout ce que ça peut comporter pour l'économie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'après vous, sur le plan macroéconomique et énergétique en Égypte? Qui veut prendre la parole? Je vais bien commencer. Je serai relativement bref parce que je comprends que vous avez eu un point déjà ce matin sur la situation macroéconomique en Égypte, mais je peux vous dire ce que nous, du côté de l'Agence française de développement, on fait comme constat sur l'économie égyptienne. Depuis 2011, l'économie égyptienne a connu des hauts et des bas. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes clairement dans une situation de redressement qui montre la résilience du modèle économique égyptien. On est aujourd'hui sur un trend de croissance qui est à peu près de 4,8% cette année. Et l'an prochain, on évalue, nos économistes maison évaluent à peu près à 6%
la croissance égyptienne à moyen terme. Quand on sait qu'il faut 7% pour absorber les jeunes sur le marché du travail. Oui, mais on s'en rapproche et on est quand même dans une amélioration très nette de la situation par rapport aux 2,5% de croissance qu'on a connu en moyenne sur les années 2012-2016. Donc on est quand même sur un trend qui est très positif et si on regarde les réformes structurelles qui ont été menées depuis l'EFF du FMI de novembre 2016, à la fois en termes budgétaires, en termes de politique structurelle, on commence à percevoir les fruits des réformes et de la dévaluation qui a été conduite, avec une inflation qui commence à se stabiliser. Et un gouvernement qui respecte les engagements qu'il avait pris. Donc tout ça nous offre quand même un panorama, de notre point de vue en tout cas, bien plus confiant sur les perspectives de l'économie égyptienne à moyen terme. Et sur le plan énergétique, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vivent les Égyptiens à ce niveau-là, au quotidien, j'ai envie de dire? Est-ce que les coupures, est-ce que l'insécurité de l'alimentation énergétique, quel est le type d'énergie qui arrive jusque chez eux? Est-ce que les foyers sont raccordés? Où est-ce qu'on en est de l'énergie? Bon après-midi à tous, je parlerai en arabe. En ce qui concerne l'énergie en Égypte, après la Révolution, il est vrai qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne la fourniture d'énergie. Il y avait des coupures d'électricité assez fréquentes entre 2011 et 2017. Il n'y avait pas de nouvelles stations de production électrique et il n'y avait pas de maintenance qui était faite dans les anciennes stations. Donc, il y a eu un manque de fourniture en électricité et des problèmes. Le président El-Sisi, en décembre 2014, avait dit que nous avons besoin d'un grand projet en matière d'électricité qui devrait se faire vite en l'espace de 6 mois. À l'époque, nous avons essayé de remettre sur pied, de réhabiliter 2 stations de production électrique, une à Asiout et l'autre à Damiet, dans le nord du pays. Le président nous avait demandé que tout cela se fasse avant l'été et avant le mois de Ramadan, afin qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité pendant l'été, où il fait très chaud, et pendant le Ramadan. Donc, nous avions remis sur pied cette station de production électrique qui était complètement à l'arrêt. Nous sommes partis de zéro. Ceci était un grand défi. Et dans cette période très courte, nous avons réussi ce défi. Et à la fin du mois de mai, nous avions une production suffisante. Le gouvernement a entrepris également l'ouverture de nouvelles stations de production d'électricité. Mais là, vous parlez de stations, pardonnez-moi de vous couper, vous parlez de stations hydrauliques, vous parlez de stations à gaz. Ce sont des stations à gaz, combien production mixte avec le gaz. Donc, nous avons une des plus grosses stations d'électricité dans le monde. FC plus F, c'est le système de production qui est adopté et je pense que l'Égypte aujourd'hui a assez d'énergie pour attirer les investisseurs. Avant et après la Révolution, les investisseurs devaient s'assurer d'avoir 4 conditions remplies, à savoir la fourniture d'électricité suffisante, l'eau, le réseau routier, la sécurité et également des retours sur investissement. Lorsque l'Égypte a dévalué la livre égyptienne, l'investisseur a pu convertir sa monnaie librement. L'euro valait 8 livres et maintenant l'euro vaut 18 livres égyptiennes. Donc,
L'investisseur trouve l'électricité à sa disposition, il y a assez d'eau. Et aujourd'hui, en Égypte, car nous craignons avoir moins d'eau du Nil à cause du barrage de Nahda, nous nous sommes tournés vers le dessalement et nous essayons de construire des usines de dessalement. Aujourd'hui, nous avons résolu les problèmes à 99%, comme a dit M. Sawiras, mais il y a bien sûr des problèmes toujours et tout le temps, comme partout dans le monde. Mais nous espérons pouvoir trouver des solutions pour tous les problèmes bientôt. Je pense que nous avons entamé notre chemin sur la bonne voie et nous espérons pouvoir attirer les investissements et que Dieu nous aide. Alors, un des problèmes aussi, peut-être, c'est que les subventions, suite à d'ailleurs l'intervention du FMI à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, pour remettre l'économie égyptienne sur les rails, en tout cas, c'est la méthode préconisée par le FMI, il y a eu la baisse des subventions à l'énergie, parce qu'en Égypte, beaucoup de ménages perçoivent des subventions pour pouvoir consommer donc de l'énergie, notamment de l'énergie fossile. Est-ce que parmi les problèmes, question vraiment une vraie question, il n'y a pas aussi un problème de solvabilité de la demande? Est-ce qu'il y a un marché qui est suffisamment solvable? Peut-être revenir sur votre question précédente par rapport à la situation aujourd'hui de l'Égypte telle qu'on peut la percevoir, et notamment vue d'un groupe énergéticien multinational comme nous. Déjà, Engie est présent en Égypte depuis très longtemps, puisque nous sommes le fier descendant de ce qu'était l'entreprise qui a construit à l'époque le canal de Suez. Et je dis ça parce que l'Égypte est un grand pays qui représente une puissance importante dans la région. Et donc, l'appréciation de la situation de l'Égypte ne se fait pas sur quelques années. Elle se fait dans une perspective longue. Aujourd'hui, il est vrai que les conditions d'investissement sont réunies, on l'a dit ce matin, le cadre législatif a évolué, un certain nombre de réformes sont entreprises, visant à améliorer la gouvernance des projets, visant à sécuriser les investissements étrangers, nationaux mais également étrangers, permettre une visibilité sur la scène internationale de ce que offre l'Égypte en termes d'opportunités d'investissement. Donc, aujourd'hui, cette situation, et elle est accompagnée par ces réformes dont on a parlé, elle est accompagnée par les découvertes majeures qui ont été faites, elle est aussi accompagnée par des réformes structurelles que mène le gouvernement et qui permet justement d'avoir cette visibilité, de poursuivre cette visibilité dans un temps long. Concernant la situation énergétique, et comme ça a été rappelé par mon collègue d'Orascom, aujourd'hui, l'Égypte est passée d'une situation de sous-capacité, c'est-à-dire que la capacité de production d'électricité était inférieure aux besoins du pays, à une situation de surcapacité. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que le gouvernement égyptien a entamé une restructuration du secteur énergétique en introduisant un mix énergétique beaucoup plus riche, d'où les énergies renouvelables. Mais donc cette situation de surcapacité, et qui va se poursuivre, parce que vous avez dit tout à l'heure, 22% d'énergie renouvelable en 2020, 32 ou 42% en 2030, comment on le mesure? On le mesure de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en 2017, la capacité installée en Égypte était de l'ordre de 46 gigawatts, 46 000 mégawatts. Elle sera de 70 gigawatts, donc 70 000 mégawatts, en 2025. Ce qui fait que c'est une augmentation considérable de la puissance installée en 5-7 ans. Ce qui est vraiment important. Et donc, cette diversité du mix énergétique et cette disponibilité de l'offre électrique fait que, d'une part, ça n'attire que les investissements les plus compétitifs, et d'autre part, ça a un effet direct sur la réduction du coût de l'électricité. Et donc, pour répondre à votre dernière question, je pense que, et ça a été dit aussi ce matin, les réformes qui sont menées visent à limiter les subventions, ou en tout cas, si jamais subvention il devait y avoir, à les réorienter vers les secteurs qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, le secteur énergétique, en tout cas la compétition qui existe et qui peut s'établir en Égypte, permet justement de limiter les subventions
à l'électricité, et le gouvernement a annoncé d'ailleurs, là encore, par des mesures extrêmement courageuses, a annoncé une augmentation du prix de l'électricité pour revenir vers la vérité des prix. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr, ça a un impact sur les consommateurs, c'est-à-dire que les ménages font face à un prix de l'électricité qui éventuellement évolue, les entreprises également, mais ça redonne une vérité des prix. Et ça permet à des énergies, notamment les énergies renouvelables, de pouvoir trouver leur positionnement dans un paysage énergétique dont la vérité des prix est la bonne, et non pas venir combattre des énergies fossiles, par exemple, qui seraient subventionnées. Alors pourquoi justement ce virage, je me tourne vers vous, on ne vous a pas beaucoup entendu, Monsieur El Sevidi, mais tout le monde peut répondre à cette question. Pourquoi ce virage vers les énergies renouvelables ? L'Égypte, évidemment, est une habitante de la planète. Elle sait, elle aussi, que les ressources fossiles ont une fin et qu'il y a un environnement à préserver. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est un gadget, c'est du greenwashing, ou est-ce que véritablement... Enfin, quelle est la motivation, à votre avis, de l'Égypte dans ce mouvement vers les énergies renouvelables ? Question ouverte à tous. Bon, le mouvement vers les énergies renouvelables, il est général, et il est motivé par différents facteurs. Premièrement, on a quand même tous un enjeu majeur auquel nous devons faire face. Quand je dis tous, c'est pardonnez-moi, mais le genre humain, c'est la lutte contre les effets du changement climatique. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables restent malgré tout le meilleur moyen de produire de l'électricité sans émettre de CO2 et d'autres substances polluantes dans l'atmosphère. Donc il y a ce premier enjeu. Ensuite, il y a également la vérité du prix. Nous avons chez Engie, en partenariat avec Orascom et en partenariat avec un autre investisseur étranger japonais, Toyota, vous voulez dire ? Toyota en l'occurrence, remporté un appel d'offres pour la construction d'un parc éolien donc qui est en cours de construction de 250 MW. Ça, à la limite, le plus important n'est pas là. Le plus important est que nous avons remporté cet appel d'offres parce qu'à l'époque, nous avons proposé un prix qui était le record en termes de prix résultant du mégawattheure électrique de cette technologie. Et ces records-là sont battus systématiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité résultant des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou que ce soit le solaire, se trouve être parmi les plus bas du prix des énergies. Donc il y a bien sûr un enjeu environnemental, il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu prix de l'électricité. Et donc, vous savez, les énergies renouvelables ne seraient pas une mode si elles étaient simplement mues par ce phénomène de tendance du moment. Elles s'inscrivent dans un mouvement. Le prix de l'électricité résultant du solaire a été divisé par 7 en quelques années. Le prix de l'éolien continue à chuter. Et aujourd'hui, on combat et on bat facilement le prix lié à des productions par des énergies fossiles. Alors, vous dessinez une tendance quand même très positive sur le plan énergétique, la capacité à produire et à satisfaire une demande à des prix qui semblent de plus en plus proches du marché, de moins en moins chers. Il faut quand même, là aussi, revenir aux proportions. Aujourd'hui, parlons d'électricité. L'électricité qui est fournie grâce aux énergies propres, c'est une super minorité en Égypte, c'est encore rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la place des énergies propres dans le mix énergétique en Égypte actuellement ? Oui, pour l'instant, c'est assez faible, mais comme ça a déjà été ici, pour l'instant, on doit être autour de 5%. Mais comme on l'a déjà indiqué, les ambitions en matière de développement des énergies renouvelables sont fortes. Le virage a déjà été engagé. Au-delà les éléments prix sont effectivement très importants. L'autre élément, c'est la disponibilité de la ressource. L'Égypte est un pays dans lequel le potentiel éolien est très fort, à peu près il est évalué à 20 gigawatts, et solaire encore plus,
autour de 48 gigawatts. Et nous qui avons financé la première centrale solaire en 2015 à Komombo, la première rattachée au réseau, on voit bien les efforts qui ont été faits et les premiers programmes considérables qui ont été engagés l'an passé à grande échelle au niveau du territoire égyptien pour le développement du solaire, et le développement de l'éolien se continue aussi avec effectivement beaucoup de projets de fermes éoliennes, et donc l'objectif affiché par le gouvernement égyptien, on l'espère, devrait être tenu dans les prochaines années. Donc là, vous parlez des 22% en 2020 et des 42% en 2035. En tout cas, pour les premiers 20%, je pense qu'on y sera. Après, c'est pourtant demain, hein. Oui, c'est pourtant demain, mais un certain nombre de programmes vraiment d'envergure ont été engagés. On est encore sur une tendance où les prix à la production continuent à être très faibles. Je pense qu'on est aussi face à un vrai choix stratégique assumé de la part du gouvernement égyptien, qui fait le choix d'un mix énergétique qui est pas évident dans un contexte effectivement où la ressource gazière est effectivement plus importante que prévu. Après, on sait aussi que la ressource gazière, elle est très importante dans les prochaines années, et à long terme, elle l'est moins. Donc, il y a aussi une question. Alors le gaz, d'ailleurs, c'est censé être, on va dire, l'énergie fossile la moins sale ou la plus propre et la plus compatible avec des énergies propres. Non mais bon, c'est peut-être un peu caricatural effectivement, mais c'est quelque chose qui peut se combiner avec des énergies dites propres. Certainement. Alors, la moins sale ou la plus propre, à moitié vert, à moitié vide, à moitié plein, on peut s'accorder là-dessus. Mais les caractéristiques des énergies renouvelables, l'une de leurs caractéristiques, c'est l'intermittence. Et donc, face à cette intermittence, on est obligé de la gérer, au moins de deux manières. La première, c'est de pouvoir avoir des capacités de stockage de l'électricité, qui n'est pas simple. Hein. Stocker de l'électricité, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce que, normalement, on la consomme en même temps qu'elle est produite. Ensuite, il y a des techniques, mais qui coûtent pour la stocker. Et également, c'est d'avoir un système de production de base qui dispose d'une certaine flexibilité pour pouvoir assurer justement la production au réseau quand l'intermittence de l'éolien ou du solaire impacte la production d'électricité. Et effectivement, aujourd'hui le gaz naturel est l'énergie fossile, l'une des énergies fossiles les plus abondantes, et les moins polluantes. Donc c'est ce que l'on considère, en tout cas chez Engie et d'autres également, comme étant le meilleur ami des énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergie renouvelable aujourd'hui, on parle de ce mix entre les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques ou autres, et le gaz naturel. Et en Égypte, c'est surtout éolien et solaire plus qu'hydraulique, on l'imagine, ou pas ? L'Égypte a une histoire hydraulique très ancienne. Les premières énergies renouvelables qui ont été mobilisées en Égypte, ce sont les énergies. Est-ce que ce sont celles d'avenir ? Oui, elles ont un avenir. Ensuite, il faut trouver un équilibre entre la disponibilité de la ressource, c'est-à-dire le potentiel hydroélectrique d'un pays, et le potentiel hydroélectrique de l'Égypte, il est sur le Nil, et le Nil est un fleuve qui est partagé. Il y a des sujets aujourd'hui en Égypte qui sont notamment. Donc il y a cette disponibilité de la ressource. Donc, y a-t-il d'autres potentiels en Égypte ? Vraisemblablement hydroélectrique, mais le principal, et comme on l'a dit, c'est l'éolien et le solaire. Donc il faut traiter ces énergies en fonction de leurs caractéristiques. Demain, le gaz naturel qui redevient une ressource disponible en Égypte, parce que l'Égypte a été pendant très longtemps exportateur net de gaz naturel. Sa croissance démographique, l'augmentation de la consommation intérieure de gaz a fait qu'elle est devenue importateur
de gaz. Aujourd'hui, les découvertes majeures dont on parle, qui sont un vrai souffle pour l'économie, vont permettre de revenir à une situation d'exportation. Donc c'est très bien, parce qu'en plus, d'un point de vue, on l'a dit tout à l'heure, sur les investisseurs qui investissent, les investisseurs étrangers qui investissent en Égypte, ont une part de leur investissement, une part principale de leur investissement qui est en devise, et l'autre qui est sur des coûts locaux. Donc on est rémunéré en partie en devise et en partie en monnaie locale. La disponibilité de la devise est un enjeu majeur pour tous les pays et pour l'Égypte en l'occurrence. Éviter que le budget de l'État ne paye des factures de gaz à des producteurs extérieurs permet de réserver de la devise pour d'autres usages. Le fait d'exporter du gaz permet de collecter de la devise, donc ça sécurise aussi, j'allais dire, la rentabilité des investissements dont on parlait plus tôt. Donc le gaz, meilleur ami des énergies propres. Oui. Pour parler, donc, par exemple, du solaire, Ahmed El Sewidi, vous avez investi, vous, assez lourdement, dans un complexe solaire à Benban, par exemple. Vous pouvez nous en parler? Yes, of course. If you have seen for Egypt in the last 10 years, the growth in the renewable energy was very low. Des 10 dernières années, le taux d'énergie renouvelable était très faible. Depuis 1977 jusqu'à 2015, c'était de moins 500 mégawatts. Mais au cours des dernières années, eh bien, on a réalisé un grand succès. Plus de 700 mégawatts d'éoliennes ont été signés. Et en même temps, pour l'énergie solaire, des accords ont été signés à côté d'autres investissements. Et cela, c'est parce que l'Égypte se concentre à réduire l'émission de dioxyde de carbone. Le coût de la production d'énergie renouvelable a diminué d'une manière très importante au cours des 2 dernières années, bien plus que le gaz. Nous avons un accord avec EDF pour à peu près 100 mégawatts. Est-ce que vous allez continuer à investir en énergie solaire ou en d'autres énergies? Non, on fait en solaire et en énergie éolienne, et aussi dans la haute région d'Égypte. Et vous le faites en associant avec EDF? Oui, tout à fait, en associant avec EDF. Est-ce que vous pensez que ce partenariat va continuer? Tout à fait. On se concentre sur l'Égypte et d'autres endroits comme d'autres pays africains. Ahmed El Sewidi n'est pas le seul. Vous êtes aussi présent sur des méga projets ou solaires ou éoliens, chacun d'entre vous autour de moi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, par exemple, sur les fermes éoliennes? Pour ce qui est de l'énergie éolienne, des projets éoliens, comme l'a dit il y a un problème de micro, semble-t-il. Il y a un problème de micro? Erascom, avec Engie, est entré dans un projet de 200 mégawatts. Il existe également d'autres projets dans lesquels on travaille. Il y a également un protocole d'accord avec Siemens concernant 2000 mégawatts. Concernant 13 stations. On travaille avec Engie depuis très longtemps déjà. Tous les projets ont été réalisés. Ils rentrent dans un projet comme Ambo. Il y avait également un grand nombre de projets qu'on a fait avec Erascom. C'est-à-dire qu'effectivement,
en ce qui nous concerne, mais d'autres groupes, EDF qui a été cité, Siemens, donc un certain nombre de groupes internationaux sont présents en Égypte. On disait tout à l'heure que d'ici 5 ans, la capacité installée devait augmenter de l'ordre de 30 gigawatts. 30 gigawatts, c'est colossal. Et donc, adresser ce marché, je pense que la compétition se fait pas d'un groupe vis-à-vis de l'autre. La compétition se fait justement par la capacité à mobiliser les énergies les plus propres avec les coûts les plus bas pour permettre un prix résultant de l'électricité le plus compétitif. Et donc aujourd'hui, le marché est extrêmement large, que ce soit sur le solaire, que ce soit sur l'éolien. On a des projets qui sont en construction, on a des projets auxquels nous répondons, qui sont en cours, et d'autres qui viendront. Et je voudrais revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure sur la vérité des prix. Initialement, il y a quelques années, le gouvernement égyptien a lancé ce que vous appelez un méga-projet dans ce que l'on appelle le feed-in tarif, c'est-à-dire un tarif encadré, fixe. Et donc, il était proposé un prix de l'électricité aux investisseurs qui avait la garantie que leur électricité serait rachetée à ce prix-là, qui était un prix parfaitement, j'allais dire, attractif et qui permettait de sécuriser la rentabilité d'un investissement. Très rapidement, le marché a montré que ce prix-là était largement surévalué. Et du coup, on est revenu à une vérité qui fait que, parce que le marché compétitif tend à tirer les prix vers le bas, rester dans une logique de prix fixés n'est plus économiquement viable. Et aujourd'hui, la majeure partie des projets qui sortent en Égypte, ceux-là parce que le gouvernement égyptien j'allais dire, honore les engagements qu'il a pris, et c'est bien naturel, mais c'est aussi un gage de crédibilité. Mais aujourd'hui, les projets qui sortent en Égypte le sont dans le cadre d'appels d'offres compétitifs, où le prix n'est pas fixé, bien au contraire. Et c'est comme ça que, en Égypte et ailleurs, des records sont battus régulièrement. Alors l'enjeu, si on revient au niveau vraiment de la population, de l'Égyptien de base, l'enjeu c'est quoi? C'est d'apporter donc l'électricité et aussi le gaz pour quoi? Pour le chauffage, pour cuisiner, etc. Quelle est la couverture, j'ai envie de dire, la aujourd'hui? climatisation d'abord. Et la clim l'été, oui, c'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de coupures, d'après ce que j'ai pu lire. Non, c'est là où il y a le plus de besoins par rapport au chauffage. Oui, justement. Parce qu'il fait très chaud, c'est ça. Que, du coup, le système est poussé au maximum. Est-ce que les besoins sont couverts aujourd'hui ou pas encore? Eh bien, je pense que la question du gaz, comme on l'a entendu, doit être consommé pas dans l'électricité. Non, c'est en fait dans d'autres secteurs, comme les engrais. C'est très important qu'on puisse utiliser le gaz à bon escient, pas dans les maisons ou à l'électricité. Non, il faut que l'on l'utilise pour produire autre chose et qui peuvent porter des investissements. On a besoin des engrais pour l'agriculture, que ce soit chez nous ou en Europe. Il n'y a pas, par exemple, des usines également de ciment. C'est pourquoi il faut alléger l'utilisation du gaz et l'utiliser dans les domiciles, mais plutôt l'utiliser par exemple dans le ciment et dans d'autres productions industrielles qui sont d'utilité pour le pays. Oui, pour l'industrie plutôt que pour les particuliers. Enfin, une espèce de partage, de Yalta en quelque sorte. Pour être efficace, pour avoir des prix bas, pour avoir des appels d'offres compétitifs, il y a aussi, j'ai envie de dire, plein d'autres métiers derrière ce qu'on peut appeler l'énergie. On s'imagine déjà la produire, la transporter, la distribuer. Mais en fait, il y a plein d'autres choses pour être efficace. Et notamment, via les nouvelles technologies, via la digitalisation, on est en train de voir le secteur énergétique, donc il faut construire et moderniser en Égypte, mais déjà évoluer vers l'avenir. Oui, et je pense que vous mettez le doigt sur un vrai sujet qui est que
les investissements dans l'énergie, ça ne doit pas être que dans la production. C'est évidemment essentiel de renforcer la production. Nous, côté Agence française de développement, nous sommes à la fois sur le volet investissement public et le volet investissement privé. D'ailleurs, nous sommes avec LCOED et EDF sur Benban, entre autres. Mais nous, sur les 2 milliards d'euros de projets que nous avons financés en Égypte depuis 10 ans, un tiers sont dans le secteur énergétique, 660 millions d'euros. Et là où on a investi, ce n'est pas seulement dans la production, c'est aussi dans la distribution, l'amélioration des réseaux et également dans l'efficacité énergétique. Pas perdre d'énergie au passage, exactement, par exemple. Parce qu'il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne de production, à la fois de l'amélioration des capacités du gouvernement, des ministères à gérer efficacement la ressource et à les accompagner sur le développement de leur politique publique, jusqu'aux infrastructures de transport, de distribution et à la fin l'efficacité énergétique qui touche également tous les clients, les gros clients, qu'ils soient industriels ou publics. Et ça n'est qu'en travaillant sur l'ensemble de la chaîne qu'on améliore aussi l'intégralité de l'efficacité du dispositif énergétique et que finalement on permet le bon mix énergétique, c'est-à-dire l'utilisation des bonnes ressources de production vers là où elles sont le plus efficaces. Et là, justement, est-ce que l'arrivée d'investisseurs étrangers est peut-être encore plus nécessaire et peut-être aussi de coopération? Ou est-ce qu'il y a des savoir-faire déjà très forts en Égypte? Est-ce que c'est peut-être là aussi qu'on peut penser à des partenariats franco-égyptiens? Les partenariats franco-égyptiens ou quel que soit l'investisseur étranger, à mon avis, sont essentiels. Quand un groupe international, en tout cas quand Engie se investit dans différents pays qui ne sont pas la France ou la Belgique, on le fait en partenariat avec des acteurs locaux. On ne peut concevoir un développement durable sans un partenariat fort local, pour différentes raisons. Et la première, justement, c'est que ça nous inscrit dans la durée et ça nous donne une certaine, j'allais dire, légitimité à être présent, parce que investir dans un pays, ça a été dit ce matin, et tous les investisseurs ont la même logique, c'est-à-dire retirer un bénéfice de son investissement. Mais ce bénéfice ne peut être, j'allais dire, durable que s'il a des effets de partage. Et donc, il y a cette logique de partenariat local et il y a cette logique également de transfert de savoir-faire. Sur le sujet que vous avez abordé concernant l'efficacité énergétique, c'est un sujet extrêmement important. Tous les États aujourd'hui, en tout cas la majeure partie des États, ont une politique énergétique qui réserve une place importante aux énergies renouvelables. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, les raisons qui conduisent à cela. Mais cette politique d'énergie renouvelable s'accompagne nécessairement d'une politique d'efficacité énergétique. Ce qui est peut-être moins facile à mettre en œuvre, alors que paradoxalement, l'efficacité énergétique est un sujet qui est vertueux à tous les niveaux. Vertueux d'une part parce que quand vous êtes efficace énergétiquement, ça veut tout simplement dire que pour répondre à votre besoin, vous consommez moins d'énergie. Et donc si vous consommez moins d'énergie, le premier effet c'est que vous allez émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le second effet, si ce n'est le premier, c'est que vous allez avoir une facture énergétique moins forte. Donc vous allez économiser de l'argent, vous en tant que consommateur, mais vous avez d'autres effets qui sont non moins importants, qui sont que, d'une part, la personne publique n'aura pas à consacrer et à consentir des investissements pour de la capacité de production, parce que tout le monde en consommera moins pour les mêmes besoins, donc déjà ça limite les investissements sur un secteur. Ensuite, l'efficacité énergétique est un domaine qui est créateur d'emplois. Peut-être plus que les secteurs des énergies renouvelables. Parce que vous avez besoin de compétences, vous avez besoin de compétences locales. L'efficacité énergétique, pour être tout à fait concret, c'est comment faire pour qu'un bâtiment, tout à l'heure,
la personne de Saint-Gobain expliquait comment les aménagements permettaient de limiter les apports extérieurs, donc de lutter contre le réchauffement, etc., donc de limiter la consommation. Gérer un bâtiment comme celui-là, il faut du monde, il faut des compétences, il faut des techniciens, il faut du savoir-faire. Donc ça demande, donc ça demande des compétences et ça crée de l'emploi. Ça crée aussi du transfert de savoir-faire. Donc tous ces facteurs-là font que l'efficacité énergétique est un accompagnant essentiel d'une politique d'énergie renouvelable. Le paradoxe est que ça ne se fait pas seul. On se rend compte que si il n'y a pas des incitations publiques, un cadre législatif adapté, des incitations fiscales pour accompagner les mesures d'efficacité énergétique, bien écoutez, ça ne se met pas en œuvre tout seul. Pour vous donner un exemple, l'éclirage public, par exemple. L'éclairage public, on parlera peut-être des villes, de l'urbanisation, des smart cities, etc. L'éclairage public, c'est un service public que doit rendre une commune à ses citoyens. Si vous gérez un réseau d'éclairage public, j'allais dire de manière inattentive ou négligente, vous avez une certaine consommation. Si vous appliquez des mesures simples qui ne nécessitent pas d'investissement lourd, mais des mesures simples de gestion, vous pouvez économiser 40%, 50%, voire 60% de votre énergie consommée sur votre réseau. Sans, bien sûr, faire en sorte que vous n'éclairez pas la nuit. C'est pas ça l'efficacité énergétique. Hein. Donc, voilà, c'est embêtant. Donc l'efficacité énergétique est un enjeu essentiel. On la retrouve en Égypte, les villes nouvelles dont on parlait ce matin. On lançait, et donc l'autorité qui gère ces villes, le développement de ces villes, on lançait un appel d'offres et d'autres à venir sur ce qu'on appelle des réseaux de froid. C'est-à-dire comment produire du froid, donc de la climatisation pour les usages, de manière efficace. Vous avez soit la possibilité que chacun des bâtiments qui sera construit ait sa propre installation de climatisation, ou vous avez la possibilité de construire une centrale qui va produire de l'énergie suffisamment pour tout un quartier relié par un réseau. Et bien là, si vous faites ça, vous économisez 40% d'électricité. Est-ce qu'on en est déjà justement au smart grid ou à des unités de production, par exemple électrique, décentralisées en Égypte? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que c'est sur la table? Est-ce que ce sont des investissements à venir? Bien sûr, au cours des 3 dernières années, nous avons pensé au smart grid en Égypte. Cela est très important. Et on pense également à l'efficacité du réseau et la manière de l'améliorer pour éviter les fuites un peu partout, et de 20%. Et c'est notre tâche principale en Égypte et au Caire et dans les régions avoisinantes. Microphone, s'il vous plaît. Micro. Au cours c'est l'un des objectifs principaux du gouvernement. Je pense que dans la production d'électricité, nous avons dépassé un extra de 12 gigas au cours des dernières années. 12 gigas supplémentaires seront produits par le réseau dans les 3 prochaines années. Eh bien, je pense que cela va doubler notre production d'électricité. Maintenant, on parle de transmission, de smart grid, de distribution et comment peut-on économiser de l'énergie et avoir de l'énergie verte. La française de développement, est-ce qu'elle est présente sur ce chantier en Égypte? Oui, on est présent à 2 niveaux en accompagnant le gouvernement égyptien sur sa politique énergétique, y compris sur les sujets d'efficacité énergétique. Et puis, on l'a dit, l'efficacité énergétique, c'est aussi la décision d'acteurs individuels. Et ces acteurs individuels, l'un des moyens de faire en sorte qu'ils s'engagent dans des opérations d'efficacité énergétique, c'est aussi de leur offrir un financement qui leur permette de rendre cette opération intéressante. Et l'un de nos objectifs, c'est aussi de canaliser les ressources, parce qu'il y a de la ressource concessionnelle
à commencer par celle offerte par l'Union européenne, par exemple, sur les sujets énergétiques. Et l'un des outils qu'on a mis en place, c'est une ligne de crédit pour l'efficacité énergétique en Égypte, en utilisant notamment les ressources de l'Union européenne. Et nous souhaitons, on pense que c'est un secteur sur lequel nous souhaiterons continuer à travailler, et nous espérons monter avec le Fonds mondial pour le climat, un programme de taille mondiale que nous présentons actuellement au Fonds vert, et qui concernera notamment l'Égypte et qui nous permettra de continuer à développer de nouvelles lignes de crédit pour financer notamment l'efficacité énergétique. Donc on le voit, il y a beaucoup de chantiers à venir, que ce soit donc pour la rénovation, la construction et la construction même des infrastructures de demain sur l'énergie, et notamment les énergies renouvelables dans le pays. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un peu business, Comment fait-on des investissements concrètement? Comment ça se passe quand on se lance dans des projets d'aussi longue haleine, d'aussi grande envergure financière, et qu'on travaille entre des différents groupes d'ailleurs qui peuvent être égyptiens bien sûr, mais publics, privés, avec des groupes étrangers? Comment est-ce qu'on peut parvenir à mettre en place des projets qui sont coûteux, qui sont longs et qui sont complexes sur un plan juridique? On parlait, tout à l'heure on évoquait la loi sur les investissements qui a été votée en Égypte. Est-ce que ça a changé votre vie, ça, par exemple? Yes, of course, bien entendu. Bien sûr, l'énergie était un réel problème, même au cours avant les quatre dernières années, même pour les gens ordinaires, pour l'usage ordinaire. Mais cela a changé les 3 dernières années. Et il faut maintenant nous concentrer sur le problème essentiel en Égypte, qui sont les opportunités d'emploi. Après la dévaluation de la monnaie, l'augmentation du prix de l'électricité, la diminution des prix du combustible, l'augmentation des prix du combustible, nécessite des opportunités d'emploi, et cela ne se fait que par les investissements. On a les énergies, on a cette loi pour les investissements, et nous, entre entreprises, on investit sur les transformateurs de câbles, sur les compteurs, dans 70 pays. Et le meilleur pays, le plus rentable, avec un meilleur rendement, c'est l'Égypte. L'Égypte a la meilleure logistique, le prix le plus bas pour l'électricité. Maintenant, il est question d'améliorer les opportunités d'emploi. Il nous faut être prêts. Et cela, bien sûr, nécessite les investissements sur les exportations et sur les substituts aux imports. Pour répondre à votre question... Le micro marche plus. Il vient de le changer, voilà. Comment faire des affaires en Égypte, ou est-ce que c'est possible? La réponse est évidemment oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'un investisseur international investisse dans un pays, et notamment en Égypte? Tout d'abord, on vérifie que le cadre législatif y est propice, ce qui est le cas en Égypte. On vérifie que la gouvernance des projets soit conforme aux critères que sont les nôtres pour pouvoir justement investir dans ces projets et le faire de manière conforme à nos exigences. Il y a de la corruption en Égypte, c'est pas un scoop,
Il y a de la corruption partout, c'est pas un scoop non plus. Non plus, mais à des degrés plus ou moins grands. Oui, mais certainement. Comment fait-on avec ça ? Eh ben, il suffit. Enfin, là encore, ça a été dit ce matin, notamment par Saint-Gobain. Le phénomène de corruption, vous savez, vous n'êtes pas assailli d'une corruption par étourderie. Vous êtes face à un marché et vous pouvez sélectionner quels sont les business que vous voulez faire ou pas. Et donc, il est aujourd'hui tout à fait possible en Égypte de réaliser des investissements et de faire des affaires de manière parfaitement conforme. Et je vais vous dire, si vous permettez, deux choses. Ce phénomène de corruption, je le disais à l'instant sous forme de boutade, mais il n'est pas propre à l'Égypte. Il est aussi vrai dans d'autres pays d'Afrique. Il est aussi vrai dans d'autres pays hors d'Afrique. Mais les investissements dont nous parlons, notamment dans l'énergie, nécessitent des sommes d'argent qui sont importantes. La compétition aujourd'hui pour un projet énergétique ne se fait pas uniquement sur la technicité. Bien sûr, il faut que vous ayez le système énergétique le plus efficace pour produire de l'énergie de la manière la plus efficiente. Mais j'allais dire, ça, tous les groupes industriels énergétiques savent le faire. Ou s'ils ne le savent pas, ils apprennent à le faire. L'enjeu majeur, c'est de pouvoir bénéficier des investissements les plus compétitifs, des conditions financières les plus compétitives. Parce que le poids de l'investissement est tel dans le coût résultant de l'électricité, en l'occurrence, si on parle d'électricité, que vous devez pouvoir capter les investissements les plus compétitifs. Et ces investissements-là, vous les captez parce que vous avez des organismes internationaux qui vous financent. Je peux vous garantir que les exigences en termes de rigueur sur les investissements sont telles que vous ne pouvez pas imaginer financer quoi que ce soit si vous vous engagez dans des chemins de traverse qui ne répondent pas aux critères internationaux d'éthique et de bonne gouvernance. En Égypte, c'est également le cas. Donc, il est aujourd'hui parfaitement clair, et d'ailleurs, ça n'est pas propre que pour des groupes étrangers. Les groupes égyptiens qui sont présents ici n'interviennent pas non plus en tout cas que je sache, dans des investissements qui ne répondent pas non plus aux critères et aux exigences qui sont les leurs. Donc, la corruption, elle existe certainement. Comment comment y faire face ? Simplement en ayant des règles extrêmement claires, extrêmement précises. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire. Et nous pensons en plus que c'est la seule façon de pouvoir le faire de manière durable. Ensuite, juste un point, ce qui est important, parce que là, ça nous renvoie à nos propres logiques en termes d'investisseurs, c'est que nous n'avons pas de capacité d'investissement illimitée. Et M. Al-Saoudi disait tout à l'heure que son groupe investissait dans 70 pays. Engie investit également dans un grand nombre de pays dans le monde, 70 plus. Et donc, on sélectionne les pays sur lesquels nous allons investir. Et donc, quand nous portons un projet d'investissement vis-à-vis de nos comités d'engagement, nous sommes en compétition avec d'autres projets dans d'autres pays. Et donc, quand on arrive à montrer que les investissements sont les plus rentables, on peut consentir cet investissement à tel ou tel endroit. Et le risque aujourd'hui que l'on a en Égypte, c'est-à-dire que quand on apprécie un pays, on regarde quel est le risque pays, et on cote le pays en fonction du risque apprécié, et donc on exige une rentabilité plus ou moins importante en fonction de ce que l'on considère être le risque du pays. Aujourd'hui, l'Égypte est tellement attractif en termes d'investissement que nombre d'investisseurs viennent dans le pays investir, des investisseurs internationaux. Il faut que nous soyons attentifs pour qu'on n'ait pas de décalage entre l'appréciation du risque pays que l'on peut faire et donc une exigence de rentabilité qui nous rendrait non compétitifs par rapport à d'autres acteurs qui considèrent que tel pays, et notamment l'Égypte, est un pays parfaitement, non pas dérisqué, le risque existe toujours, mais en tout cas parfaitement acceptable pour leurs exigences. Donc en Égypte, c'est parfaitement possible de faire d'investir, de faire du business dans de bonnes conditions rentables. Est-ce qu'un investisseur étranger a toujours intérêt à s'allier avec une entreprise locale ? Est-ce que les joint ventures ou les co-entreprises, est-ce que c'est une obligation ? Non, on n'est pas obligé en Égypte de faire ça. Légalement, ça n'est pas une obligation. Mais est-ce que c'est quelque chose, et c'est un conseil que vous donneriez ?
En tout cas, oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'investir avec des partenaires locaux. Parfois, et on peut le faire seul, mais les sociétés étrangères se sentent plus rassurées. Mais pour le gouvernement, traiter avec des entreprises étrangères ou locales, c'est la même chose. Et même au cours des dernières années, on a vu beaucoup d'opportunités pour les investissements. Et l'Égypte sera la base de la production industrielle de la région pour les 20 prochaines années. Il n'y a pas d'autre choix que d'investir soit pour les exports ou pour les substitutions à l'import. On considère pas, en tout cas d'un point de vue d'Engie, on n'imagine pas investir dans un pays sans un partenaire local. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que ça nous donne la vision locale et une meilleure compréhension du pays. Il faut être réaliste. Qui mieux que les acteurs locaux connaissent l'environnement business du pays. Donc, il y a naturellement un intérêt à s'associer avec un acteur local, fort, en tout cas de référence sur son marché. Et ensuite, il y a aussi une logique à l'investissement. C'est-à-dire que l'investissement que nous réalisons a vocation à effectivement produire des bénéfices, mais ça ne peut pas être uniquement que des bénéfices liés à la rentabilité du financière. Ces bénéfices doivent être aussi partagés, doivent être aussi... on n'a pas parlé de ce que l'on appelle le contenu local ou l'intégration locale. Quand un gouvernement, quel qu'il soit, a une politique d'investissement dans les infrastructures, par exemple, il souhaite bien naturellement que, au-delà de l'investissement dans l'infrastructure, ces investissements et cet effort que lui consent profitent à d'autres secteurs, et notamment l'emploi. On le disait, l'enjeu principal, c'est de créer des emplois pour les populations locales ou pour des populations ou pour les personnes qui sont dans les pays d'origine de l'investisseur international. C'est vrai également. De la formation. Ça fait partie des contrats, ça par exemple, un investissement doit se traduire par X équivalent temps plein. Alors X équivalent temps plein, ça n'est pas décliné de cette manière-là, mais en tout état de cause, dans certains appels d'offres auxquels nous participons, j'ai pas en mémoire que ce soit le cas en Égypte, mais dans d'autres pays, il est demandé un certain taux de contenu local dans notre réponse. Et ce que l'on peut considérer comme étant légitime. Ensuite, il faut s'assurer que le mécanisme produit effectivement les effets attendus. Mais donc oui, avec un partenariat local, certainement. Et peut-être une dernière question avec la dévaluation de la livre. Est-ce que ça crée pour les investisseurs étrangers un risque de change, puisqu'a priori, la monnaie peut varier. Est-ce que pour vous, c'est un facteur compliquant ? Certainement, la stabilité de la monnaie est un facteur important. D'où encore une fois, il faut avoir un juste équilibre de la rémunération de l'investissement. Et cet investissement, comme je le disais tout à l'heure, il est constitué de coûts locaux. Donc que la rémunération se fasse en devise locale ne pose a priori pas de problème, et il n'y a pas d'impact à la fluctuation, en tout cas pas de risque de change, puisque on est rémunéré dans la devise auquel on a consenti les investissements. Par contre, quand il s'agit d'investissements en devise, et une part, prépondérante de l'investissement est en devise, il faut qu'on puisse être rémunéré, ou alors qu'on puisse être protégé contre le risque de change et la disponibilité de la devise. Ce qui est aussi un phénomène et qui tend à être de moins en moins prégnant en Égypte, compte tenu de ce que l'on disait tout à l'heure. Qui permet de rentrer des réserves. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce débat. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour vos éclairages et les expériences que vous avez partagées avec nous. Et c'est le moment pour la salle, si vous avez des questions, de nous les poser, de poser, en tout cas, vos questions à nos invités. La salle est très sage.
Monsieur, alors attendez, je vais vous passer mon micro. Yes, thank you. Thank you very much for your presentation. I have a question for Mr. El-Swidi. We have talked a lot during all this day about investment in Egypt, so investment coming mainly from France to Egypt. Are you part of Egyptian groups who are contemplating to invest in France? And are you interested by some sectors in our country? Yes, of course. I think this is we have discussed together, and of course we are willing to invest in France if possible. Especially that if we have made in some countries in Europe, we have acquired companies. We took the technology and we're trying to spread this technology in the whole region, and especially to produce it in Egypt with a less cost, and even to invest in R&D. So I believe, of course, it's our honor that we invest in France. Yeah. Also, by the way, we are also Egypt in the last, just also for the new capital. Egypt now they're building 7 new universities, and our government now is focusing that the new capital to be one of the main hub for universities and education in the region. And now even they're looking for universities to come from France, from Germany, from the whole region to partnership with locals in Egypt. So I think this also can be perfect opportunity for changing of culture and to support the Egyptian government, and to also to make a partnership with the French. Thank you. Autre question de la salle? Excusez-moi, ce n'est pas une question, mais je vais me permettre de faire juste un petit commentaire. Je suis parmi la minorité d'Égyptiens qui restent dans la salle. Je trouve que la question de la corruption qui a été évoquée, elle est très juste. Mais juste, puisqu'on l'a évoquée, permettez-moi de vous parler un peu des dispositifs que le gouvernement égyptien courant a mis pour combattre la corruption. Alors, une complète loi pour le combat de la corruption, des dispositifs d'efficacité à travers l'automatisation des services gouvernementaux, alors pour limiter l'interaction avec les individus et de faire tout en automated, ce qui limite la puissance d'un acteur gouvernemental potentiellement corrompu de vous faire arrêter votre travail. Des comités de suivi, on voit une démarche, un élan sans précédent avec, pour être très franc, les arrestations de hauts officiels, un comité pour le suivi des intérêts des investisseurs dans le cadre, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'autorité de l'audit administratif, qui est une autorité de l'État, qui se rapporte directement à la présidence de la République. Alors je ne doute pas, je ne nie pas que nous avons eu un problème de corruption, mais il faut aussi souligner les efforts remarquables que le gouvernement a commencé à mettre dans cette optique-là. Merci, monsieur. Really, we have been working in Egypt in the last almost 40 years, and I don't think that I felt that really there's the corruption or things that really obstacle our business like corruption. I never saw it. I never made a deal in Egypt in the last 40 years and saw that corruption was the main target to make this deal. I don't think that this is really a main obstacle in investing in Egypt. Thank you. Est-ce qu'il y a une dernière question? Dans ce cas, on va déclarer que cette session sur les énergies renouvelables est terminée. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, mesdames et messieurs, on me dit à l'instant que je dois dire 2 mots. Si j'ai bien compris, vos travaux sont clos. Permettez-moi de vous dire simplement que, ayant assisté pratiquement du début à la fin à vos rencontres, elles étaient d'un haut niveau intellectuel, en même temps qu'elles étaient
concrète, pratique, pragmatique, comme on dit aujourd'hui. Et je pense que tous les participants ont appris beaucoup de choses sur l'évolution de l'Égypte, sur les relations entre les investisseurs des deux pays. Et on sort de cette rencontre avec un sentiment d'optimisme sur les relations entre la France et l'Égypte. Et d'ailleurs, je me suis dit, en vous entendant parler, avec beaucoup, je répète, de vigueur, de précision, d'exigence intellectuelle, d'honnêteté et d'engagement concret, que nous devons, je viens d'envoyer un message au secrétaire général, publier, si vous l'acceptiez. On vous enverra évidemment, avant publication, la transcription de vos interventions, publier l'intégralité des débats d'aujourd'hui. Et j'ai même demandé que l'on le fasse rétrospectivement, que l'on publie les interventions économiques, les rencontres économiques que nous organisons depuis 4 ans. Et c'est l'actuel président de la République, M. Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, qui avait représenté à ce moment-là le gouvernement français. Et c'était aussi un moment très remarquable d'échange et de dialogue. Voilà. Donc, merci, vraiment merci, un merci profond, un merci total, un merci sincère. Et je suis admiratif devant les chefs d'entreprise, les responsables politiques, les acteurs économiques face à leurs responsabilités dans ces relations entre la France et l'Égypte, ou entre l'Égypte et la France. Merci, merci, merci.